BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet de la semaine ? Cette semaine, Cédric, je vous propose un droit de suite sur l'information. Jeudi 13 septembre, ici en direct, je vais vous débriefer sur ce qui venait de se passer en commission spéciale à l'Assemblée nationale sur la transférabilité de l'assurance vie. Désormais, on en est à l'étape suivante puisque le texte va être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce soir. Bon, si vous voulez faire de la série, il faut faire ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Allez, petit rappel, en 2 mots, dans le rôle du gentil, Joël Giraud, le rapporteur général du budget, qui proposait à l'époque 4 amendements pour autoriser la transférabilité de l'assurance vie avec maintien de l'antériorité fiscale. Dans le rôle du méchant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était contre. Alors je rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent, Joël Giraud avait retiré ses amendements et il avait annoncé vouloir les retravailler pour la séance. Et puis je rappelle aussi qu'il y avait l'un des rapporteurs de la loi Pacte, qui est Jean-Noël Barrot, qui est défavorable au transfert, qui à l'époque nous avait dit qu'il voulait se pencher sur un certain nombre de points. Oh, en clair, on avait mis beaucoup de suspense dans cette petite histoire. J'imagine que le 2e épisode a dû être passionnant. Eh bien écoutez, on plonge au cœur de l'hémicycle, même si on n'a pas de badge personnel pour accéder à la salle de sport. Alors, premier constat, les scénaristes de cette série se sont ratés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle version des amendements sur la transférabilité. Bon, ça c'est mauvais coup pour l'épargne, on va dire, et le financement de l'économie, non ? Ouais, alors juste sur le sujet, pardon Cédric, mais je voudrais revenir 2 secondes sur l'histoire de la transférabilité. Alors, pourquoi, il y a un peu plus de 10 ans, à l'époque, à Mieux vivre votre argent, j'avais lancé une pétition pour la transférabilité. Le sujet, pardon, mais à l'origine, c'était pas le financement de l'économie, c'était le comportement des assureurs vis-à-vis des épargnants. Pourquoi ? Parce que ces derniers bénéficient d'un cadre fiscal favorable et les assureurs le font payer cher aux épargnants. Bon, étayons le propos, c'est-à-dire un petit exemple. Un exemple très simple. Vous savez que la fiscalité successorale de l'assurance vie, elle change après 70 ans en devenant moins favorable. Eh bien, si vous souscrivez avant 70 ans, une fois vos 70 ans passés, eh bien, l'assureur peut tout à fait vous faire subir toutes les maltraitances. Alors, par exemple, en utilisant la faculté de distribution discrétionnaire de la participation aux bénéfices. Alors, est-ce que, Cédric, vous connaissez l'association L214 ? Mais je vois pas le rapport avec l'assurance vie. L214, c'est ceux qui filment dans les abattoirs, non ? Exactement. Alors tout à fait, je me suis dit donc, y aurait-il un L214 de l'épargne pour dénoncer les pratiques de la place sur l'attribution des résultats aux assurés ? Bon, et ça existe, vous avez trouvé ? Eh oui. Alors je vous lis, les sociétés de banque assurance, bien que contraintes par un taux technique moyen inférieur au reste du marché, apparaissent pratiquer les différenciations les plus marquées dans l'attribution aux bénéfices. Alors ce n'est pas moi qui le dis, mais la CPR, le gendarme de l'assurance. Alors avouons-le, comme punchline, ils auraient pu faire mieux. Donc je reformule, une bande organisée, les grands banquiers de la place, utilisent la réglementation pour attribuer des rémunérations à la tête des clients et au détriment des vieux contrats, dépouillant ainsi les épargnants. Alors Macron nous dit qu'il faut foutre la paix aux retraités. Moi, je pense qu'il faudrait surtout penser à les traiter correctement sur leur assurance vie. Alors, le problème, c'est que la police connaît ces pratiques, mais les pouvoirs publics laissent faire. Bref, l'assurance vie est à la finance ce que certaines banlieues sont à la sécurité et au respect de l'ordre républicain, comme dirait le regretté ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors, pardon, mais moi, le républicain de l'épargne, je trouve cela choquant. Bon, pas de transférabilité, donc c'est le fin mot de l'histoire quand même pour cette fois-ci. Il y avait du neuf quand même ou pas ? Ouais, Jean-Noël Barrot a présenté un amendement, mais comme c'est assez technique, je vous propose de profiter de l'occasion pour faire un peu de pédagogie sur l'assurance vie, les unités de compte, histoire de voir à quel point on prend ma copine Choupinette pour une cruche. Allez, question pour Guillaume, parce que je sais que Guillaume, il tombe toujours dans le panneau. Quand Guillaume, vous souscrivez une assurance vie et que vous prenez des unités de compte, vous êtes propriétaire de quoi ? D'ordinaire, je vous réponds d'unité de compte. Exactement. Et dans la foulée, je m'emporte, Guillaume, en vous disant que non, vous n'êtes propriétaire de rien, hormis une créance sur l'assureur. C'est totalement différent de souscrire un fonds dans le cadre du PEA, où vous êtes propriétaire, que dans une assurance vie. Alors, avec une unité de compte, l'assureur, en fait, il vous garantit une performance qui est indexée sur l'unité de compte. En pratique, même, l'assureur pourrait ne même pas l'acheter lui-même.
Enfin, dans certains cas, la sortie de l'assurance vie en titre, c'est possible. Oui, et ça vous donne l'illusion que vous êtes propriétaire. Mais en fait, c'est juste une solution pour l'assureur de ne pas avoir à payer du cash sur des titres notamment souvent illiquides. C'est par exemple le cas du capital risque. Donc, pédagogiquement, cette idée de sortir en titre, elle est excessivement trompeuse. Mais il n'y a pas que sur ce sujet-là qu'on trompe Choupinette. Dites-moi, Cédric, si ce n'est pas Choupinette qui est propriétaire des unités de compte, mais l'assureur, est-ce que ça nous ouvre pas quelques petites perspectives? Là, vous m'avez paumé. Je vous trouve très choupinou en fait. Mais si, Cédric, pourquoi? Parce que l'épargnant moyen, Guillaume, vous, moi, nous sommes des particuliers. Mais l'assureur, dans le concept, c'est un institutionnel. Vous savez, c'est comme dans la distribution. Il y a le détaillant et puis il y a le grossiste. Et vous connaissez la règle dans la distribution, plus on est gros, moins on paye cher. Donc vous voulez dire que puisque c'est l'assureur, on pourrait faire des économies grâce à sa taille? Génial, mais malheureusement, on nous en fume grave. Alors pourquoi? Je vais prendre un exemple avec un contrat à 0%. Alors je donne pas son nom. Pourquoi? Non. Parce que ce serait le stigmatiser, alors qu'en fait, ça touche toute la place. Alors sur ce contrat, on me propose comme unité de compte, par exemple, Tocqueville Ulysse et Edram Tricolore Rendement. Bon, ça veut dire qu'on peut y accéder. Exactement, mais malheureusement, cette information, Choupinette, elle se dit c'est suffisant pour moi. Mais pour moi, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que je suis un vieux singe qui sait que le monde de la gestion collective a depuis longtemps décliné des différents types de parts selon les clientèles. Donc, je vais sur le site, je clique sur le fonds en question pour voir les parts choisies. Et je constate que pour Ulysse, c'est la part A, et que pour Tricolore Rendement, c'est la part C. Alors maintenant, étape suivante, je vais regarder les frais de ces différentes parts. Et qu'est-ce que je constate? 2,53% pour Ulysse et 2,12% pour Tricolore Rendement. Bon, et ces tarifs-là, j'imagine que ce ne sont pas les tarifs Instit. Oh que non! Alors je vais farfouiller. Sur Ulysse, je vais regarder sur le site de la société de gestion et je constate qu'il y a une part S où les frais sont de 0,78%. Et sur Tricolore Rendement, je vous trouve une part I à destination des institutionnels à 1,12%. Bref, dans un cas comme dans l'autre, on vient de me prendre discrètement de 1 à 1,5% de frais supplémentaires. Le « on vient de me prendre », c'est l'assureur. Oui et non. En fait, la chaîne, elle est relativement opaque, car tout repose en fait sur des mécanismes de rétrocession. Jean-Noël Barrot a du coup déposé un amendement pour mettre plus de transparence dans les rétrocessions. Donc, après les avoir critiqués, vous avez trouvé quand même qu'ils ont bien bossé. Il y a un amendement qui trouve grâce à vos yeux. Alors, je vais être honnête, j'ai pas sauté au plafond quand même. J'ai trouvé plus astucieux d'interdire les rétrocessions comme cela se fait sur le PERP. Cela dit, pour des raisons de circonstances, Jean-Noël Barrot n'est pas allé jusque-là sur l'assurance vie, alors que le 3 septembre, il a présenté un amendement interdisant les rétrocessions dans le cadre du nouveau produit d'épargne retraite. D'un côté, donc, on va avoir un produit, l'épargne retraite, qui est transférable sans rétrocession. De l'autre, on va avoir l'assurance vie, un produit non transférable et avec des rétrocessions. Mais je peux vous dire, sans prendre à mon avis trop de risques, que à mon avis, les réseaux vont continuer à préférer vendre de l'assurance vie. Bon, ça c'est votre conclusion et c'est la conclusion de la série ou il y aura encore des épisodes? Non, ne rigolez pas, il faut au moins qu'il y ait un autre épisode. Aujourd'hui, en moins de 10 minutes, on a vu les 3 principaux problèmes de l'assurance vie. 1, l'attribution de la participation aux bénéfices. 2, le niveau exorbitant des frais. 3, la transférabilité. Alors sur le point numéro 1, personne ne veut traiter le sujet. Je le rappelle quand même, aujourd'hui à l'antenne, il y a des Français qui signent des contrats où il est mentionné l'absence de participation contractuelle aux bénéfices. C'est une honte qu'il n'y ait pas de warning, qu'il n'y ait pas d'alerte pour les informer clairement de cette situation. Si demain, un assureur a envie de ne pas me rémunérer, il peut désormais le faire. En revanche, sur les 2 autres sujets, eh bien, on constate quoi? C'est que ces dossiers sont officiellement ouverts. Le collaborateur d'un député m'a d'ailleurs dit l'autre jour, il faut faire preuve de persévérance et pas d'impatience. Bon, donc tout ça, c'est pour le prochain épisode. Oui, il le faut. En fait, ça complèterait la réorganisation qu'on a du marché français. Ça devrait être la dernière étape. En fait, après des années de combat, il y a eu l'amendement Bourquin pour l'assurance emprunteur, pour sortir ce marché captif pour les banquiers. Eh bien, les autorités d'ailleurs sur le sujet sont excessivement vigilantes. Vous avez vu hier que la CPR a fait une mise en garde.
On sait pas de qui elle parle d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Sûrement, ils ont un peu fait comme moi. J'aurais tendance à dire sur le sujet qu'on va interpréter ça comme un message destiné non pas à un établissement particulier, mais à tous les établissements. Je pense qu'on on a travaillé sur le crédit, on a travaillé sur la mobilité bancaire, on a travaillé sur l'assurance emprunteur. Je pense que la prochaine étape, ça doit être l'assurance vie. En tout cas, une chose est certaine, le combat continue. Il y a un remaniement là qui se prépare avec peut-être plusieurs postes qui vont bouger. Vous aimeriez être à Bercy là, Ministre de l'Épargne. Non, en revanche, je peux vous dire la chose suivante. Je pense qu'il serait sain qu'il y ait des conseillers épargne à Bercy et pas simplement des conseillers financement de l'économie. Allez, Jean-François Filiatre, marché gagnant. On vous retrouve tout à l'heure, vous répondrez aux questions des auditeurs.